Le Fedcast, le podcast du groupe Fed dédié à l'actualité du recrutement. Bonjour et bienvenue dans le Fedcast, le podcast du groupe Fed. Le groupe Fed est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim, en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO, autrement dit à la délégation de recruteurs. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode sur les soft skills. Alors si vous n'avez pas écouté la première, on vous invite à le faire pour tout comprendre sur ce que sont ces fameux soft skills justement. Et aujourd'hui, on va davantage se pencher sur l'entretien d'embauche et la manière dont mettre en avant ses compétences. Et pour nous apporter son expertise et ses conseils, Jessica Moreau, en charge de la formation et du recrutement chez Fed. Bonjour Jessica. Bonjour Kevin. Alors tout simplement, comment valoriser les soft skills en entretien ? Vaste sujet. Alors tu sais, c'est au moment de la super question originale. Quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts ? Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Évidemment, on dit tous qu'on est perfectionniste parmi les défauts. Ça loupe pas. Alors c'est tellement une vieille méthode que c'est seulement maintenant qu'on réalise que ça fait bien longtemps finalement qu'on prend en compte les soft skills. Alors du coup, justement, comment on répond à cette fameuse question ? Alors, plus concrètement, ma technique repose en fait sur une technique commerciale. C'est pas un truc et astuce sorti du chapeau, c'est du bon sens du raisonnement. C'est-à-dire ? Alors, déjà pour commencer, il faut faire une pause sur soi pour les identifier. On n'est pas tous doués de multiples soft skills. Il faut donc savoir ce qui te définit toi tout spécifiquement. Et pour ça, il faut réfléchir. Moi, je conseille en général de penser à ces derniers jours, dernières semaines, quelles sont les situations professionnelles où on a été confronté à une difficulté et où on a réussi à la surmonter. D'accord. En fait, il faut analyser le processus et voir ce qui fait qu'on a réussi. On fait de même pour savoir quels sont nos points de faiblesse, ce que le politiquement propre appellera axe d'amélioration. Alors ici, je resterai sur le pro. Là, on est sur analyser les savoir-être professionnels. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre d'un entretien. Mais on peut garder en tête que je peux être tout à fait bordélique à la maison et rigoureuse, organisée, méticuleuse au bureau. C'est vrai. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de solliciter son entourage professionnel pour lui demander son avis quant à nos compétences comportementales. Déjà parce que 2 avis valent mieux qu'un. Et ensuite, parce qu'on n'est pas toujours objectif et conscient de nos forces. Alors du coup, comment ça se passe ? Il faut balancer toutes nos qualités pendant l'entretien ? Alors, les compétences, une fois identifiées, il faut sélectionner. C'est pareil quand on fait un argumentaire commercial. Si on déballe tout, c'est plus très intéressant. On peut avoir 4, 5 ou 6 compétences comportementales intéressantes, mais ce serait complètement contre-productif de faire de la déballe. D'accord. Alors, si on a l'occasion de bien comprendre et d'analyser les attentes de notre interlocuteur, on va sélectionner 2-3 compétences clés qu'il recherche et qu'on a, évidemment. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à verbaliser ce processus. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Mais avant, je vais insister sur cette démarche de sélection. Plus on dit de choses, plus on prend le risque que les éléments essentiels soient noyés dans la globalité de notre conversation. Alors, l'idée, c'est donc de dire moins de choses, mais de travailler à la façon dont on va impacter notre interlocuteur. La clarté, la synthèse et la précision sont primordiales. Et concrètement, pendant l'entretien, on fait comment alors ? Alors, il faut appliquer une règle en 4 étapes simples qui consiste à, premièrement, dérouler la compétence qu'on va illustrer. Deuxièmement, préciser en quoi c'est un avantage de façon générale pour notre interlocuteur. En troisième lieu, on apporte de la preuve. Il ne s'agit pas d'être que dans du déclaratif. Et enfin, on précise en quoi ça va être un vrai bénéfice dans le cadre du processus de recrutement. Tout le monde est comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. On va aider en fait notre interlocuteur à visualiser notre propos, on va le projeter. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis pour qu'on voit vraiment clairement de quoi il s'agit ? Alors on se met dans la peau d'une manager commerciale, on va l'appeler Amélie. D'accord. Alors Amélie passe un entretien pour un nouveau job. Dans le cadre de cet entretien, elle rencontre Pierre, le responsable du recrutement, qui lui a fait part des informations suivantes. Il recherche un nouveau manager pour encadrer une équipe de 3 commerciaux. Il remplace l'ancien manager qui a quelque peu rompu la confiance et la bonne entente de l'équipe en ne faisant que rarement preuve d'esprit d'équipe. Il était plutôt solo, communiquait pas de façon fluide avec son équipe et privilégiait systématiquement son business plutôt que celui de l'ensemble de l'équipe. Donc là, si Amélie a le sens du collectif, par exemple, il va falloir qu'elle mette l'accent sur cet argument. Alors,
Effectivement, elle va pouvoir dire « j'ai cette compétence de l'esprit d'équipe et du sens du collectif », ce qui semble absolument indispensable pour un fonctionnement en équipe et d'autant plus pour une fonction de manager commercial. Et là, si je me mets à sa place, elle peut tout à fait dire lors de mon expérience passée ou à la fin de l'année, nous avons fait le point sur l'avancement des chiffres de mon équipe versus ce qui avait été objectivé en début d'année. L'année avait été plutôt compliquée, l'équipe était jeune dans la structure, donc il y avait en plus l'enjeu pour moi de les fidéliser pour persévérer ensemble et atteindre nos objectifs. Mon business n'était pas non plus en avance par rapport aux autres, mais j'ai eu le choix d'apporter des ventes plutôt faciles. J'aurais pu tout garder pour moi, mais il était plus important, à mon sens, de faire réussir mon équipe plutôt que ma personne. Alors j'ai donc confié ces ventes à mon équipe, et le bénéfice a été réel, puisque j'ai pu tant leur faire part de ma confiance et de ma reconnaissance pour le travail qui avait été effectué, que les motiver à travailler davantage pour nous emmener tous vers la réussite. Et du coup, avec cet argumentaire, on retrouve en fait les 4 étapes détaillées tout à l'heure. Oui, effectivement. En fait, on a en premier lieu le « je suis, j'ai telle compétence ». En deuxième lieu, l'avantage, c'est que c'est une qualité indispensable pour un rôle de manager. En troisième lieu, la preuve, c'est le business que j'ai donné. Et enfin, je termine par le bénéfice, alors qui est passé, mais qui est complètement transposable au futur de l'équipe de Pierre, qui est de montrer sa reconnaissance et de fidéliser l'équipe. Et du coup, est-ce qu'on peut sortir du champ professionnel pour mettre en avant ses compétences ? Ah oui, alors moi je le recommande vivement. Par exemple, on a l'environnement sportif qui est très aisé pour ça. Par exemple, sur le sens du collectif, on peut se souvenir de Michael Jordan. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont pu profiter du premier confinement pour découvrir ou redécouvrir sa carrière grâce à un documentaire sur Netflix qui a connu beaucoup de succès. Oui, et que je recommande vivement. Et d'ailleurs, alors on a pu voir que Michael Jordan était connu entre autres pour toujours prendre les derniers tirs capitaux d'un match. Mais il y a eu notamment une fois où il a su faire preuve d'esprit d'équipe. On est sur un match entre les Chicago Bulls et les New York Knicks. Les équipes sont à égalité avant le dernier coup d'envoi attribué aux Chicago Bulls, l'équipe de Michael Jordan. Alors, la balle est entre ses mains et il sait pertinemment qu'à ce moment-là, il aura 2 attaquants pour le contrer, puisqu'il a, je le rappelle, l'habitude de jouer les dernières balles, surtout avec l'enjeu du match. Mais il sollicite son coéquipier, Steve Kerr, pour qu'il se démarque et se tienne prêt. Au coup d'envoi, Jordan, plutôt que de tenter de marquer au risque de se louper, lui envoie la balle. Steve Kerr marque et a la gloire d'avoir fait remporter le match à son équipe. Bon, c'est un exemple clair et qui fera plaisir aux amateurs de sport et de basket. Pour en revenir à notre sujet, concrètement, démontrer ses compétences, ça se traduit comment ? Alors, le plus important pour démontrer ses compétences comportementales, c'est toujours de s'appuyer sur des exemples, des faits, de la preuve en fait. Et pour ça, il faut tout simplement se préparer. La préparation, c'est 90% du succès, c'est vrai dans tout. Donc c'est à nous de mettre les chances de notre côté pour dérouler un bon entretien. Mais en effet, on n'aura pas le contrôle de tout, des propos, des questions posées, parfois déstabilisantes. Donc plus on est préparé, plus la part imprévisible de l'entretien est faible et plus on est à l'aise en fait. L'avantage des soft skills, c'est qu'elles peuvent être les mêmes d'un entretien à un autre. On est visiblement le même individu d'un entretien à un autre. Normalement, oui. Donc bon, alors on peut se poser quelques minutes, feuille blanche à l'appui, décliner ses compétences et illustrer par des exemples concrets, des données chiffrées, que ça c'est possible, c'est vrai. Encore une fois, c'est de la preuve. Ce temps de préparation, ça permet en plus d'être moins sujet au stress, d'être du coup plus impactant, plus crédible et aussi d'inspirer confiance. Et on entend dire que les soft skills remplacent, ou en tout cas remplaceront, les hard skills. Alors, en effet, j'entends ça aussi, et je dois admettre que je suis très inquiète quand j'entends ça. Pourquoi donc ? Regarde, Kevin, imaginons que tu découvres demain que tu as un gros problème de santé. Évidemment, je te le souhaite pas. C'est gentil, merci. Pour le moment, tout va bien, mais tu sais que si tu n'agis pas, ça pourrait être plus grave. Donc, tu as le choix entre 2 solutions. La première, c'est de solliciter un médecin, spécialiste de ton problème. Il est reconnu dans le monde entier pour sa spécialité et son expertise, pour son savoir-faire, autrement dit, sa compétence technique. Mais tu sais tout autant que le bonhomme n'est pas hyper sympa, il n'est pas bon en com, il n'explique pas très bien les choses. D'accord. La deuxième solution que tu as, c'est de solliciter un médecin. Tu n'en sais ni du mal, ni du bien sur ses compétences techniques, mais en revanche, tu sais qu'il est super humainement parlant. Il a le contact agréable, il est facile d'accès, il explique très bien les choses. Tu vas voir lequel, toi ?
Bon, j'aurais tendance à malgré tout choisir le premier, l'expert. Et ça peut se comprendre. En fait, bien sûr, dans l'idéal, c'est d'avoir les compétences techniques du premier médecin avec les compétences comportementales du deuxième. Oui, là, c'est le mieux, effectivement. Voilà. On est d'accord, mais en fait, tout ça, c'est pour dire que les compétences comportementales ne pourront pas supplanter complètement les compétences techniques. Elles restent très importantes dans la grande majorité des situations. Et quels sont les cas où les soft skills prennent plus d'ampleur ? Alors, ça exclut la situation où on recrute un profil très débutant, puisqu'il aura eu peu d'occasion de développer ses compétences techniques. Ouais. Pour son cas, tout ou presque va se jouer sur ses soft skills. En attendant, on aura toujours besoin qu'un cordonnier puisse réparer des chaussures et qu'un ingénieur puisse doser le béton et l'acier pour faire du béton armé. Alors, je précise aussi que les soft skills sont bien évidemment aussi importantes lors d'un entretien que lors d'une collaboration dans le temps. Il existe des soft skills plutôt macro, comme le management, qui, en une compétence, va en compiler plusieurs autres, comme l'intelligence relationnelle, la prise de décision, la gestion de la pression. D'accord. Et du coup, tu ne crois donc pas que la soft skills va devenir de plus en plus importante, plus que l'hard skill, et voire même la remplacer ? Alors là, je sais que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout, mais moi, j'y crois pas vraiment. C'est à mon sens, comme beaucoup de choses dans la vie, une question de contexte et de dosage. Est-ce qu'il y a des métiers où justement les soft skills sont plus importants que d'autres ? Alors, il y a des métiers où les compétences comportementales sont plus importantes en proportion que les compétences techniques, si on peut proportionner les choses. Par exemple, une fonction commerciale va souvent nécessiter une capacité à gérer le stress, la pression, le sens du collectif, inspirer de la confiance, avoir la notion du dépassement de soi et bien d'autres choses encore. Seulement, si ce commercial n'a pas de technicité, il aura beau être le meilleur communicant possible, il ne vendra rien, ou pas longtemps et pas de la bonne manière. Un plombier peut avoir toutes les capacités du monde à gérer des problèmes. S'il ne sait pas faire de soudure, ça va être compliqué. Et un cardiologue, s'il ne sait pas faire une incision, il n'ira pas bien loin pour te soigner. Et pour conclure, est-ce qu'il y a quand même un lien qui existe entre hard et soft skills ? Alors, il faut voir que les soft skills viennent sublimer tes compétences techniques, mais elles peuvent aussi parfois combler des manques. Un profil qui a un peu moins de technicité qu'un autre sur un sujet attendu, mais qui a de bonnes qualités comportementales, va générer probablement plus d'envie pour le recruteur. Donc en somme, les deux types de compétences sont indispensables les unes aux autres, encore faut-il savoir les vendre correctement en entretien. Et est-ce qu'il faut mettre tout ça sur son CV ? Alors, elles peuvent et doivent apparaître sur un CV de façon claire et précise. Un petit encart où t'en précises 2, 3, pas plus. Il faut être très pertinent. D'accord. Eh bien, merci Jessica pour tous ces précieux conseils. On va se revoir très prochainement pour parler des math skills cette fois-ci. Et c'est la fin de ce Fedcast. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt.